Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un espace réservé par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font et surtout ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, un avenir qui est pour beaucoup incertain compte tenu bien sûr de l'actualité. Avec nous, les dirigeants de la société forestière de la Caisse des dépôts, c'est la filière forêt-bois. Jean-Pierre Ménil, vous êtes directeur des investissements forestiers et fonciers. Émeric Plongé-Gillon, directeur des investissements en groupement forestier. C'est une entreprise comme les autres, la société forestière de la Caisse des dépôts? C'est la première société qui est dédiée au service des espaces forestiers et naturels. Elle dépend de la Caisse des dépôts? Elle dépend de la Caisse des dépôts. Nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts. On a été créé en 1966, donc elle a une certaine histoire. Nous sommes agréés société de gestion de portefeuille par l'AMF, nous sommes certifiés ISO 9001, nous gérons 310 000 hectares de forêt en France. Vous n'êtes pas propriétaire des forêts? Non, nous gérons pour le compte de nos clients, dont la caisse, le groupe Caisse des dépôts. Oui. La CNP et à peu près 130 000 hectares pour des institutionnels, 90 000 hectares pour des groupements forestiers, fonds d'investissement alternatifs qui sont détenus par des personnes physiques en général, et à peu près 90 000 hectares pour des personnes physiques, des particuliers pour lesquels nous intervenons en tant que gestionnaire, expert forestier. Vous dites, le parc forestier français, c'est de la forêt domaniale, ça appartient à l'État? La forêt française, c'est aujourd'hui 31% du territoire, ça a progressé depuis la guerre. Contrairement à une idée reçue. Une idée reçue, il y a un accroissement. Voilà. Quand j'étais à l'école forestière, on était à 25%. On est passé de 14 millions d'hectares à presque 17 millions d'hectares. Dans ces 17 millions d'hectares, vous avez 12 millions d'hectares de forêts privées. Voilà. Et donc les forêts... Qui sont détenues par des familles. Qui sont détenues par des personnes physiques. Des gens qui ont investi dans la forêt. Qui ont investi ou qui ont eu ça par la famille, par des ruraux. Il y a beaucoup de forêts qui sont plutôt des annexes à l'agriculture, à une ferme. Ça existe. Et puis il y a des institutionnels. Il y a des institutionnels qui détiennent de la forêt, dont le groupe Caisse des dépôts, CNP, depuis 1966. Oui, donc dans ce débat-là qui agite beaucoup la société politique et pas seulement, l'opinion aussi, de savoir si on a assez de forêts pour protéger l'environnement, protéger le climat. Dans le monde et sur la planète, on sait que tous les jours, il y a de la forêt. Bien parti. Il y a de la forêt qui disparaît tous les jours sur la planète. Nous, en Europe occidentale, enfin celle que je connais, surtout la France, on a un accroissement. En 1840, désolé pas avec les chiffres, mais on était à 8 millions, 9 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, on est au double. Oui, donc on n'a pas de leçon à recevoir. Enfin, on est plutôt... Non, on n'a pas de leçon à recevoir sur la gestion. Et ça progresse? Oui, ça progresse, oui. Moi, dans ma carrière d'expert forestier, de gestionnaire de forêt, j'ai fait la moitié de ma carrière sur le terrain. J'ai boisé des terres agricoles qui étaient abandonnées dans ma chère Normandie. J'ai quelques exemples. Et on voit bien qu'il y a des terres qui ont été abandonnées par l'agriculture, qui ne sont pas mécanisables et qui ont été boisées, non pas reboisées. Alors, tout ça a un sens dans la lutte actuelle contre le réchauffement climatique, mais ça a un sens aussi en termes d'investissement financier. On gère à peu près 2 milliards d'actifs forestiers. Donc, bien évidemment, notre rôle, c'est de donner à nos clients le meilleur revenu possible en forêt, mais tout en respectant quand même les grandes fonctions de la forêt aujourd'hui, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité. On ne fait pas n'importe quoi en forêt, surtout quand on a des milieux humides comme des ruisseaux, des mares, tout ça, on fait très très attention à tout ça. Vous parlez d'investissement et qui a du sens. Ça, aujourd'hui, on constate que c'est une réelle motivation des investisseurs, c'est-à-dire de contribuer à leur manière à lutter contre le réchauffement climatique, parce que l'arbre et la forêt est très attendu sur ce volet-là. C'est-à-dire qu'on sait que la forêt atténue les effets du réchauffement climatique et beaucoup se tournent... c'est des puits de carbone, quoi. Exactement. C'est ça. C'est un stock de carbone. Oui. L'arbre séquestre, l'arbre séquestre naturellement du carbone. Voilà. Donc ça, on le retrouve à la fois chez le particulier, qui se dit, moi aussi, je vais planter un arbre. Je plante un arbre, je contribue encore faut-il que tout ça coûte pas trop d'argent. Il faut que ce soit rentable. Est-ce que l'investissement forêt est rentable aujourd'hui? Alors, en termes financiers. La forêt est un patrimoine vivant et qui s'accroît naturellement. C'est-à-dire qu'il prend naturellement de la valeur. Il pousse. Par une bonne gestion forestière, on arrive à... Alors, quand on parle de bonne gestion forestière, c'est une gestion forestière équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas
que dictée par le rendement. Financier, j'entends. On intègre également des critères extra-financiers. Et quand les deux sont bien composés, on arrive à faire quelque chose de très équilibré, d'avoir une gestion durable dans le temps et de servir quand même un dividende aux investisseurs. Qui sont les investisseurs dans la forêt? Qui sont vos clients, en fait? Les grandes sociétés d'assurance? Alors, on a des catégories d'investisseurs. Nous, on les distingue un peu parce que la structuration de l'investissement n'est pas tout à fait la même. Il y a d'un côté les particuliers, comme vous et moi, qui souhaitent investir en forêt, et il y a les investisseurs institutionnels. Les motivations sont les mêmes. Après, on interpose un véhicule d'investissement un peu différent. Pour les particuliers, on est plutôt sur du groupement forestier qui mutualise l'investissement, c'est-à-dire qu'on collecte des capitaux et après on transforme ces capitaux en forêt. Et pour les investisseurs institutionnels, on parle plutôt de fonds d'investissement. C'est-à-dire que le particulier, il va toucher à un papier qui lui dit qu'il est propriétaire d'une part dans un fonds d'investissement forestier. C'est la forêt papier. La forêt papier. C'est pas fun, ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un investisseur pourrait acheter un demi-hectare de forêt, le planter? Non, c'est compliqué, c'est difficile. C'est un petit peu compliqué, parce que déjà la forêt française, elle a un défaut, c'est qu'elle est très morcelée. Oui, mais il veut s'identifier. Elle est très morcelée. C'est pas facile, mais on a la moitié des forêts gérées pour des groupements forestiers, on en a la moitié qui appartiennent à des particuliers. On a certains particuliers, à partir d'un certain niveau d'investissement, 100, 200 000 euros, on peut acheter un bois et se faire plaisir. Enfin, surtout si on est de milieu rural, on peut s'impliquer dans la gestion. Parce que le problème, c'est le coût de l'intervention de la gestion sur des petites surfaces. On est capable d'accompagner nos clients qui souhaitent investir dans de la forêt en direct. Voilà, mais ça représente des capitaux très importants. Jean-Pierre connaît mieux que moi le marché de la forêt, mais aujourd'hui, dans les ordres d'idées, on est à peu près à 10 000 euros l'hectare. Donc vous voyez, ça représente tout de suite des sommes importantes. C'est pour ça qu'on propose des groupements qui mutualisent l'investissement et qui permettent d'avoir de la forêt avec des capitaux moindres. Et c'est un investissement à long terme. Alors ça, on passe effectivement notre temps à le dire. On a un horizon de placement spéculer sur la forêt. Alors, il y a des spéculations sur la forêt, parfois. Oui. C'est rare quand même. C'est un investissement sur une génération. Sur une génération. Sur plusieurs générations. Pour faire un chêne qu'on appelle un chêne amérin. Oui. Donc pour le grand public, le chêne amérin, c'est pour faire des tonneaux. Il faut 5 générations. Parce qu'il faut à peu près 125, 130 ans. C'est souvent la 3e génération qui bénéficie des investissements initiaux. C'est très très long. C'est du très très long terme. Voilà. Il y a un débat dans votre profession sur le débouché du bois en France. On passe pour être des gens qui n'avons pas su trouver une filière bois complète, créatrice de valeur après. Bon, c'est un débat qui est un peu parfois artificiel et très politique. Mais est-ce qu'on a une forêt qui est correctement utilisée dans toute sa chaîne de valeur? Le défaut, c'est l'industrie, en France surtout. On a désindustrialisé, on a délocalisé. C'est quand même la forêt, elle procure quand même 400 000 emplois. Donc, nous, on a déjà 170 collaborateurs à la Société forestière. On a un bon maillage, on a des agences régionales, on a 6 agences régionales. On est très proche des territoires, on est très proche des forêts de nos clients. Donc ça compte beaucoup. Et on le voit bien, on connaît bien le monde de l'industrie forestière derrière, c'est la filière, ce sont les scieries. Il y a quand même un maillage, il y a beaucoup de scieries qui ont disparu, mais c'est vrai que la transformation se fait souvent dans le nord de l'Italie, en Allemagne, en Chine, parce qu'il y a eu toute une polémique là-dessus. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est le tissu industriel français en général. C'est la même chose. Parce que l'industrie forestière, derrière, l'industrie du bois, une scierie, c'est de l'industrie lourde, ça demande des financements très importants, qui sont en partie financés par une filiale. Et les débouchés de cette scierie, c'est quoi? C'est l'industrie du bâtiment? C'est le chauffage? La construction, beaucoup la construction pour les résineux. Parce que, vous m'expliquez que vous avez planté des résineux, mais pour les résineux, le débouché essentiel, c'est la construction. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Et nous n'avons pas une grande surface, parce que les gens ont des idées préconçues sur les résineux. Les résineux, c'est 28-30% de la surface forestière française. On peut en manquer pour la construction, donc on en importe. Par exemple, les bois du Nord, les sapins du Nord, on les importe. Alors justement, expliquez-nous, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas de votre responsabilité, bien sûr, mais vous connaissez trop bien le secteur pour ne pas avoir des éléments de réponse. Pourquoi l'industrie du bâtiment n'a pas utilisé autant
que dans d'autres pays, cette ressource naturelle que nous avons. Il n'y a pas beaucoup de maisons en bois. Le Français est très attaché à la pierre. Oui. On a une culture pierre en France, on construit beaucoup en pierre, et le bois est arrivé, mais plus récemment. Il y a des réglementations qui aident aussi le constructeur à augmenter la part de bois dans la construction. Mais comment dire, quand on est sur une échelle de temps longue, la pierre reste le matériau privilégié pour la mais construction. c'est en train de se développer. Voilà. On redécouvre ce que j'ai toujours dit depuis très longtemps. Il y a 30 ans, j'expliquais ce que c'était que le placement forestier et que le bois, c'était un écomatériau. Et cet écomatériau, il est de plus en plus utilisé dans la construction. Vous le voyez même à Paris. Il y a des immeubles, vous voyez, Porte Clichy, on a fait un immeuble tout en bois. Et là c'est l'avenir pour lutter déjà aussi contre le changement climatique, la séquestration de carbone. Il y a une idée préconçue, c'est qu'il faut couper des arbres à maturité, il faut les sortir de la forêt pour les mettre dans les bâtiments pour stocker du carbone. Parce que le fait d'enlever un vieil arbre, vous allez le remplacer par des jeunes qui, eux, seront en pleine croissance. Et ce sont les jeunes arbres en croissance qui fixent le carbone. Et enfin, ils ont besoin du carbone. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique et sur les histoires de carbone, pour aller vers 2050, vous voyez bien, il y a des nouvelles normes dans la construction. Ce sont les règles RE 2020 pour les bâtiments dans la construction. C'est on vise la neutralité carbone en 2050. Et bien, ça sera de sortir de ces forêts, c'est de produire des bois évidemment à maturité, qu'on va emprisonner en fin de compte dans les bâtiments. Et eux, ils vont stocker vraiment du carbone. On parlait de Falaise dans ma Normandie, il y a des poutres dans le château de Falaise qui datent de Guillaume le Conquérant. Ça veut dire que ces poutres emprisonnent du carbone depuis 1866, parce que c'est une date que les gens connaissent. Vous voyez ? Mais si vous le laissez en forêt, un vieil arbre, à un moment donné, un vieil arbre, il a un bilan carbone qui est nul. Il respire autant qu'il fixe du carbone. Donc à un moment donné, il faut le sortir de la forêt, le remplacer par plein de jeunes, par de jeunes arbres, qui eux vont produire et fixer du carbone. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, et pour investir, ils s'imaginent qu'une forêt, ça coûte très cher, ça appartient aux châtelains du coin et tout ça. Mais en réalité, avec la forêt papier, c'est-à-dire ce dont vous vous occupez, où est-ce qu'on peut s'adresser pour acheter un bout de forêt alors, ou une part de forêt? Il suffit de toquer à la porte de la société forestière. C'est vous? Effectivement. Et vous avez des bureaux, des agences dans les grandes régions, ou vous êtes en lien avec des banquiers? Alors, nous avons un siège effectivement à Paris et des agences en province, mais qui sont plutôt des bureaux techniques. Parce que le gros des effectifs de la société forestière, ce sont des personnes de terrain qui sont au pied de l'arbre. Parce que ça, c'est notre première mission, qui est de gérer la forêt durablement. Alors après, pour tout l'investissement... Techniciens, ingénieurs, agents techniques qui ont les bottes tous les jours, qui sont tous les jours dans les forêts. On a 170 collaborateurs, enfin collègues. On a 16 experts forestiers salariés et on est tous les jours sur le terrain à proximité des forêts de nos clients. Mais vous êtes au centre du débat. Je voyais une agence de voyage là, récemment qui s'engageait à planter un arbre à chaque fois qu'elle vend 100 000 billets d'avion. Nous plantons chaque année pour nos clients plus de 3 millions d'arbres. C'est ça. Et nous commercialisons, je crois, 1 500 000 mètres cubes de bois, 60 millions de chiffres de commercialisation. Et tout ça, ça crée des emplois locaux dans la filière bois, ça préserve des emplois, ça maintient des emplois. Mais dans la locaux. compétition européenne, nous ne sommes pas mal placés en matière d'exploitation forestière. Nous ne sommes pas assez bien, on est assez bien placés. On est bien placés. Bien sûr, oui. Pour revenir à l'investissement et comment fait-on concrètement, on structure des groupements forestiers d'investissement et pour ça, on se tourne vers des réseaux de banques privées principalement pour les distribuer. Donc, c'est-à-dire que c'est le conseiller bancaire qui accompagne son client et qui vient nous voir pour proposer des parts de groupements forestiers. Le ticket minimum, c'est quoi? Alors, est-ce qu'avec 500 euros ou 1000 euros, je peux avoir une branche d'arbre? Vous avez un petit bout de forêt. Un petit bout de forêt. Alors, à la société forestière, on a des seuils un peu plus élevés, mais effectivement, ça reste accessible pour des personnes qui ont un patrimoine déjà constitué et qui veulent rentrer dans leur patrimoine un actif tangible. Il y a un actif qui aujourd'hui est très résilient vu le contexte qu'on a. On s'inscrit dans une période inflationniste. Aujourd'hui, la forêt est corrélée à l'inflation. Le marché de la forêt est corrélé à l'inflation. Donc, c'est une manière de protéger son patrimoine. Et le cours des bois également. On est dans de la matière première. Donc, beaucoup d'investisseurs se tournent vers la forêt aujourd'hui. Vous ne le dites pas, mais il y a aussi un petit avantage fiscal derrière. Alors, sur ce point-là, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Ah bon, puisque comme on l'a dit au départ,
et depuis 30 ans, je le répète, c'est un investissement de très long terme. Pour faire un chêne, il faut 5 générations. Donc il a fallu adapter la fiscalité à cette production à très long terme. Oui, voilà. Donc l'idée du législateur à l'époque, ça a commencé en 1934, et puis après il y a eu une nouvelle loi en 1958 sur les successions, ça a été de dire on va exonérer la production. L'arbre, la plantation, l'arbre, il va être exonéré parce que tous les ans, le propriétaire, il y a un impôt sur le revenu quand même. Donc on ne va pas avoir une double imposition. Et c'était très compliqué de trouver une solution pour savoir qu'est-ce qu'on allait payer. C'est toujours très compliqué. Et vous savez comment on discute les lois, souvent entre le Sénat et l'Assemblée nationale, dans les couloirs, ils ont discuté, et il y a eu une cote mal taillée qui a été faite par un certain monsieur Serrault, que connaissent beaucoup, pas l'acteur, mais Serrault, S-E-R-O-T, qui était un sénateur en 1934, qui a fait une cote mal taillée, qui a dit 75% de la valeur dans une forêt, c'est les bois, c'est la récolte, et 25% c'est le fond. Et donc on a exonéré les arbres, c'est 75%. Donc pour moi, c'est une fiscalité adaptée au très long terme. Voilà. Encore que Michel Serrault, il aimait beaucoup la forêt. Oui, il aimait il avait quelques forêts dans les coins que il aimait bien connaît, la forêt, mais moi. voilà, on les avait maintenant. Mais c'est exactement ça. Donc c'est du très très long terme, c'est une fiscalité adaptée au très long terme. Alors effectivement, vous nous entendrez jamais parler davantage fiscaux. Non, c'est pour ça que je vous ai taquiné à cause de ça. Pas ça. Voilà. Alors, et ce n'est pas un avantage. Là, depuis 10 ans, si vous voulez, on peut dire qu'on a des produits, des groupements forestiers qui ont une rentabilité entre 4 et 6%, entre 1,5 et 2% de cash et une prise de valeur. Mais il y a eu une prise de valeur parce que on n'a pas dit, mais une fois qu'on a collecté, un client peut acheter des parts, mais il peut acheter une forêt en direct. Et dans ce cas-là, il arrive dans mon service et moi, je dois rechercher des forêts. Et le marché de la forêt, il est très étroit. Non, mais vous faites un métier formidable. Très étroit. Il y a plein de jeunes qui veulent travailler dans la forêt. Des forêts. Alors dans la finance, vous devez recruter très facilement de tous ceux qui sortent des écoles de commerce. Mais dans la forêt, dans l'investissement purement forestier, il y a des écoles spécialisées. Oui, on a des très bonnes écoles au bon niveau, des écoles d'ingénieurs. On a de vieilles écoles qui existent depuis très longtemps, notamment à Nancy. Et on a un bon potentiel. C'est très difficile d'amener un ingénieur à Paris si on doit le faire travailler dans des bureaux. Enfin, à Paris, à part le bois de Boulogne, le jardin du Luxembourg. Mais on a des très bonnes équipes. En fait, le bois de Boulogne, c'est sous votre responsabilité? Non, le bois de Boulogne, ça appartient à l'État, enfin à la ville, je crois, non, à la ville de Paris. On a la chance d'avoir 170 collaborateurs sur le terrain qui sont des gens passionnés par ce qu'ils font. Émeric Plongeon, vous êtes le spécialiste de l'investissement. Hein, oui. Et Jean-Pierre Ménil, c'est vous qui faites pousser les bois, quoi. Oui, si on veut, oui. Merci. Alors, on a toujours un pied dans une botte. Et l'autre en soulier verni. Non, on sait faire les deux, on sait très bien aller en forêt, comme on sait très bien vendre l'investissement forestier. On parlait de la société forestière de la Caisse des dépôts, c'est la filière, toute la filière forêt-bois finalement qui dépend de vous, hein, en quelque sorte. Merci à tous. Merci.